C'était son premier discours sur l'état de l'Union depuis son retour à Washington. Donald Trump avait donc sûrement en tête de marquer la nuit dernière les esprits. Dans la forme d'abord, record battu avec 1h47 d'intervention devant le Congrès américain. Face aux élus, le président a célébré son bilan sans faire d'annonce majeure, sans esquisser non plus le moindre changement de cap face au mécontentement pourtant exprimé par les Américains. Il célèbre donc aujourd'hui le retour de l'âge d'or, dit-il. On l'écoute et puis on débriefe ensemble juste après. Ce soir, après seulement un an, je peux dire dignement et fièrement que nous avons accompli une transformation sans précédent et un redressement historique. Il s'agit d'un redressement historique. Allez, chronique à 4 mains, même à 6 mains pour débriefer le discours de Donald Trump. On n'est jamais trop pour ça. Il y a beaucoup de fake news, évidemment, à replacer dans leur contexte. Anne Corpé et James Sandré, vous avez donc suivi cette intervention. Anne, on va commencer ce discours. On va en retenir quoi? D'abord, le record de longueur, ce bilan mirifique. Pas tout à fait raccord quand même avec la réalité. Oui, comme d'habitude, il abuse des superlatifs, il abuse de données erronées, de chiffres parfois absolument faux, d'approximations. En fait, il emploie toujours la même méthode. Il commence par présenter le bilan désastreux, dit-il, de son prédécesseur, comme pour glorifier le sien par contraste. Il n'hésite jamais à franchir les limites du réel, surtout sur les deux sujets qui sont les piliers de sa politique, à savoir d'abord l'inflation. Il a dit qu'il avait trouvé une inflation record à son arrivée à la Maison-Blanche. Alors, ça repose sur quelque chose de vrai, à savoir que, effectivement, la hausse des prix a connu un pic sous la présidence de Joe Biden, mais c'était en 2022, et quand le démocrate a quitté la Maison-Blanche, l'inflation était à 3%, elle est aujourd'hui à 2,4%, et elle avait commencé donc à décliner bien avant le retour de Donald Trump à Washington. En bref, les prix augmentent toujours, mais moins vite qu'avant. Donald Trump, il a par exemple donné l'exemple des prix de l'essence en disant qu'ils avaient été divisés par 4 depuis son retour au pouvoir. C'est a priori faux, mais il sait que les Américains sont particulièrement sensibles aux prix à la pompe et qu'ils n'iront certainement pas vérifier précisément son affirmation. Le deuxième sujet clé de sa politique, c'est bien sûr l'immigration. Alors là aussi, il est parti sur des faits réels, à savoir l'explosion de l'immigration illégale sous le mandat de Joe Biden, mais il a brodé sur le fait que le président démocrate avait fait entrer aux États-Unis des gens qui s'étaient évadés des prisons, des malades mentaux, alors qu'en réalité c'est une immigration clandestine, certes, mais traditionnelle. Et il a aussi affirmé qu'il n'y avait plus aucun clandestin n'était arrivé aux États-Unis depuis son arrivée au pouvoir. C'est faux, même s'il y a effectivement une baisse spectaculaire des entrées de clandestins aux États-Unis du fait de l'effet repoussoir de la politique qu'il a menée. Il s'est aussi vanté d'avoir expulsé des criminels à un taux record. Or, la majorité des immigrés qu'il a repoussés en dehors des frontières n'avaient aucun casier judiciaire. Il y a même des gens qui étaient légalement sur le territoire, qui ont été interpellés par ICE. Et puis, bien sûr, il n'a pas dit un mot de la mort de René Good et d'Alex Préti, tués par les agents fédéraux, dont la mort avait suscité une vague d'indignation et poussé les électeurs, y compris ses partisans, à s'interroger sur sa politique migratoire. Bon, c'est vrai qu'on le connaît bien, Trump. Il est réputé pour réécrire l'histoire, pour déformer la réalité. James, comment vous l'avez trouvé, vous, ce discours? Alors, vous me faites dire un truc, là. Est-ce que, dans le fond, ça compte qu'ils disent ou pas la vérité? On a envie de dire oui, mais elle mérite d'être posée, cette question. Non, cette question mérite d'être posée tout simplement parce que moi, je vais être honnête avec vous, je l'ai trouvé très bon, en fait. Ce matin, Donald Trump, c'est-à-dire ce matin ici et puis hier soir là-bas, tout simplement parce qu'il a été extrêmement efficace. Et le problème de Donald Trump, c'est qu'il faut se souvenir à quoi sert ce discours. À quoi sert ce discours? Ce discours, c'est évidemment de la politique, surtout alors qu'au mois de novembre, on a des élections de midterm qui arrivent. Or, il cherche en fait, d'abord à rassurer sa propre base, qui a été effectivement ébranlée par ce qu'on a pu voir récemment, à savoir aussi bien le dossier Epstein, qui est évidemment en filigrane, mais dont il n'a pas dit un mot. Et puis, dans le même temps, toutes ces controverses autour de ICE, de cette économie où, effectivement, les Américains sont quand même pas forcément complètement satisfaits. Mais il parle surtout
aux 27% d'indécis, à ces 27% d'électeurs qui vont faire la différence, ces 27% qui se disent qu'ils ne savent pas encore pour qui il va voter. Or, combien de ces 27% vont effectivement faire le travail que vous avez fait, Anne, à savoir aller vérifier les chiffres et s'assurer que oui ou non, il y a 0 immigrés qui ont passé la frontière? Eh bien non, lui va donner des grandes tendances. Or, comme vous l'avez dit, c'est assez vrai. Quand on passe de 250 000 entrées illégales à 6 000, on peut dire qu'on a fait un vrai travail. On n'est pas à 0. Sur d'autres dossiers, les mensonges sont peut-être plus gros. Après, la question est de savoir, est-ce que si vous dites j'ai obtenu 1800 milliards d'investissements étrangers, alors que votre propre service dit 9 milliards 7, et que dans la réalité, beaucoup d'experts disent avec l'histoire de ce qui s'est passé avec notamment les droits de douane, c'est pas gagné. Mais la question, c'est l'efficacité. Sur l'efficacité, il est remarquable. C'est-à-dire qu'hier, il n'est pas sorti des clous complètement comme on a pu le voir faire à Davos ou par exemple au discours lors du lancement de son Board of Peace. Il est resté sur son message. Il faut se souvenir que c'est un homme de télé, un homme de spectacle. Et j'aimerais qu'on regarde juste un instant quelque chose qui, pour moi, était peut-être le highlight, comme on dit aux États-Unis, de ce show qu'il a mis. C'est quand il a décidé de prendre à partie les démocrates sur l'immigration. Regardez. Bon, on le verra un tout petit peu plus tard. Donc, effectivement, on le verra. On n'a pas le highlight. Décrivez-nous peut-être le highlight. Bon, écoutez, je vous le décris. Tout simplement, à un moment donné, il a dit, écoutez, voilà, les démocrates ont fait un travail terrible sur l'immigration. Et il dit, et je vais vous demander quelque chose, je vais poser une question. The State of the Union, c'est l'occasion pour les politiques de montrer au monde ce que pense le Congrès. Donc je vais demander à tous ceux qui sont devant moi, les lawmakers américains, de se lever s'ils sont d'accord avec ce que je vais dire. Le travail d'une administration américaine, c'est de défendre les citoyens américains plutôt que les migrants illégaux. Et à ce moment-là, évidemment, tous les républicains se lèvent, tous les démocrates restent assis. Et cela va durer facilement 2 minutes pendant lesquelles il va pointer du doigt les démocrates. Une fois de plus, souvenez-vous qu'on est devant une population globale qui va regarder ça à la télévision et pour lequel le message, c'est bien ces gens-là ne sont pas prêts à défendre vos frontières. Or, c'est là que je dis, sur le fond, plein d'erreurs factuelles, sur la forme, une certaine efficacité, et il faut voir si il aura su convaincre ou non. Alors ça, on le verra au midterms, forcément, parce que c'est un peu tout l'enjeu. Convaincre ceux qui ne sont pas très motivés pour se déplacer pour aller voter en novembre prochain, ça va arriver vite, très vite. Ce discours, il était fait pour ça, Anne. Parler aux Américains, convaincre dans un contexte de sondage pas vraiment favorable au chef de la Maison-Blanche, il faut le dire. Oui, normalement, c'est vraiment un moment crucial, le discours de l'État de l'Union, pour relancer la machine en vue des élections de mi-mandat. La séquence dont vient parler James va certainement être utilisée dans des spots de campagne à foison, mais c'est vrai que Donald Trump est confronté à des sondages pas aussi bons qu'il ne voudrait. Bon, il y a 60% d'opinions défavorables, ça veut dire 40% d'opinions favorables, mais ce qui est inquiétant, c'est pas tant les chiffres en eux-mêmes que la trajectoire qui est en déclin constant depuis son retour à la Maison-Blanche, en particulier sur les 2 piliers de sa politique, encore une fois, l'immigration et l'inflation. Et il y a une petite phrase qu'il a prononcée et qui montre qu'il est quand même sensible à ces enquêtes d'opinion. Il a dit « Tenez bon encore un peu ». Aux Américains. Alors, ce discours, c'était une occasion unique, finalement, de définir le message de campagne des Républicains, des élus, avant novembre, et puis de faire de nouvelles propositions. Là-dessus, il a été un peu faiblard. Il a proposé que tous les Américains puissent bénéficier d'un compte épargne retraite similaire à celui dont bénéficient les fonctionnaires fédéraux, mais on ne sait pas du tout comment il va mettre ça en place. Et il a chargé J.D. Vance de mener une guerre contre la fraude. Ça paraît un peu léger comme grande thématique de campagne, mais surtout, il n'a pas expliqué comment il allait faire pour se débrouiller avec cette décision de la Cour suprême qui a sapé sous le pied le pilier de sa politique, à savoir l'usage des droits de douane. C'est vraiment l'alpha et l'oméga de sa politique. Pour lui, ça résout tous les problèmes. Il a le droit d'imposer, comme il l'a fait, 15% de taxes douanières au monde entier, mais seulement pour une période de 150 jours. Au-delà de ça, il faudra
désormais un vote du Congrès. Et là-dessus, on a entendu le chef de la majorité républicaine de la Chambre dire que il était un peu sceptique sur la possibilité d'organiser un vote d'ici la fin de l'année. Et d'ailleurs, le signe de l'inquiétude de Donald Trump à l'égard de ce scrutin de novembre, il a affirmé que les démocrates allaient tricher, que c'était la seule manière pour eux de gagner les élections. Il a demandé au Sénat de voter une mesure qui exigerait des citoyens américains qu'ils présentent une carte d'identité avant de se présenter aux urnes. On sait que les Américains, en fait, comme carte d'identité, ils n'ont qu'un permis de conduire et ça exclurait finalement, en particulier les plus pauvres, de l'accès aux urnes. C'est un peu comme si il se préparait à contester le résultat d'élections qu'il commence peut-être à envisager de perdre. Le fameux sujet de la fraude électorale qu'on connaît bien, là aussi. James, vous pensez, vous, qu'il peut marquer des points grâce à ce discours de cette nuit ? Alors, je pense qu'il aura consolidé ses bases. Je pense il faut regarder aussi les invités qu'il y a pu y avoir. C'est-à-dire aussi bien, il a invité notamment, par exemple, une jeune femme qui avait détransitionné. Il faut se souvenir que c'est une partie très forte de son électorat, on va dire fondamental, qui est très opposé aux droits LGBT. Donc là, il a rappelé qu'il était toujours dans cette ligne-là. Il a rappelé également qu'il a rassuré ses électeurs, je dirais, traditionnalistes et chrétiens en expliquant qu'on n'avait jamais vu autant de jeunes dans les églises et que c'était notamment grâce à lui. Je pense que Donald Trump fait persister signe. Il est toujours dans la même stratégie. Pour lui, il a vu quand même une mutation qu'on a tous observée de cette société américaine qui est en train de prendre un virage conservateur. Et il continue sur cette même lignée en essayant de masquer ses faiblesses avec, par exemple, sur l'histoire, si on prend le cas des droits de douane, il va sans doute, vous avez raison, il va sans doute essayer de remettre en question les élections. Il va sans doute dire que sa stratégie économique n'a pas fonctionné à cause de la Cour suprême et qu'on l'a empêché d'aller au bout de son principe sur les droits de douane. Il va évidemment faire de la politique. Après, son discours était effectivement structuré, adressé à ses soutiens ainsi qu'à cette part d'indécis. Et il a eu, à mon avis, une certaine efficacité. Ça va être intéressant de regarder les sondages dans les semaines à venir. Mais je rappellerai quand même qu'il est effectivement à 40% d'approbation, mais c'est bien plus que Joe Biden à la même époque de son mandat. Alors, on poursuit sur ce discours. On sait que de tradition, la politique étrangère n'est pas au premier plan, mais Donald Trump a tout de même évoqué l'Iran en même temps. Il était un peu contraint étant donné le contexte. On va écouter tout de suite cette intervention du président américain sur le sujet. Il s'adresse à Téhéran notamment. Regardez. Ils ont déjà développé des missiles capables de menacer l'Europe et leurs bases outre-mer. Et ils travaillent à la construction de missiles qui pourront bientôt atteindre les États-Unis d'Amérique. Voilà, il faut rappeler, Anne, qu'on est dans un entre-deux diplomatique. Demain, il y a un nouveau round de négociations, le troisième qui va débuter à Genève. Américains et Iraniens vont se parler et vont tenter d'élaborer cet accord sur le nucléaire. Téhéran a immédiatement démenti les accusations de Trump hier soir. Oui, d'ailleurs, il y a même un rapport parlementaire américain de 2025 qui explique que la portée maximale des missiles iraniens, c'est 3000 km, c'est-à-dire très très loin du territoire des États-Unis. Mais Donald Trump, qui a massé un dispositif militaire incroyable au large des côtes iraniennes, doit bien dire aux Américains qu'ils sont menacés d'une certaine manière pour justifier une intervention qui arrivera ou pas. Il a dit préférer une solution négociée. L'équipe, effectivement, iranienne est déjà en route pour Genève, mais il sera difficile de ne rien faire après avoir concentré au large des côtes iraniennes le plus fort dispositif militaire jamais déployé depuis avant la guerre en Irak, c'est-à-dire depuis plus de 20 ans. Alors, Donald Trump n'a cependant pas semblé préparer les Américains à une attaque d'envergure, parce qu'en fait, il s'est placé lui-même dans une situation politique un peu compliquée avec cette armada, comme il dit, parce qu'il a toujours dit qu'il était hostile aux interventions militaires de longue durée à l'étranger. Il parle de
de ces guerres interminables. Son électorat n'en veut pas. Et puis, son chef d'état-major a mis en garde contre les risques d'une intervention massive sur l'Iran. Il ne faut pas oublier qu'il y a 30 à 40 000 soldats américains positionnés sur 19 sites différents dans la région et que Téhéran a clairement prévenu qu'ils allaient viser ces bases militaires américaines en cas de frappe sur le territoire iranien. Donald Trump a aussi répété qu'il avait anéanti les infrastructures nucléaires en juin dernier lors de la guerre des 12 jours. Là encore, il s'éloigne de la vérité officielle des États-Unis, puisque même dans le document de stratégie de sécurité nationale, les experts disent simplement que ça a été sérieusement dégradé. Mais là encore, toujours pour justifier une éventuelle intervention, il a assuré que les Iraniens voulaient, en tout cas n'avaient pas renoncé à acquérir l'arme atomique. Le régime d'Ebola, lui, a toujours démenti vouloir acquérir la bombe, mais on n'est pas obligé de les croire non plus. En revanche, on nous parle de l'Iran, pas un mot d'Ukraine. Alors, pas un mot d'Ukraine. Pourtant, c'est le 4e anniversaire. Ça aurait été une intéressante... Enfin, c'était hier, mais ça aurait été une intéressante conjonction de dates. Eh bien, il n'a pas saisi cette opportunité, tout simplement parce qu'il n'a pas réussi à tenir ses promesses là-dessus, puisqu'il avait dit que c'est une guerre qui réglerait en 24 heures. On est à beaucoup plus de 24 heures maintenant, ça va faire une année. Et donc, évidemment, il ne va pas forcément parler. Mais je pense que ce qui est surtout remarquable dans ce discours à ce niveau-là, c'est la faible part qui est allouée à cette politique extérieure par rapport à tout l'essentiel de ce discours qui est sur la politique intérieure. Et très clairement, Donald Trump sait pertinemment qu'il n'a finalement pas grand-chose à gagner à parler de politique extérieure. Il s'est vanté du Venezuela, quand même. Il s'est vanté, mais il s'est vanté en disant qu'il avait 80 millions de barils de pétrole en train d'arriver. C'est-à-dire qu'une fois de plus, il est resté sur sa ligne. Il a expliqué qu'ils avaient été intervenus, que ça rapportait du pétrole, que ça ne coûtait pas cher, que ça réglait le problème du fentanyl. La question est, que va-t-il faire effectivement avec l'Iran ? Va-t-il essayer de faire une immersion un peu comme au Venezuela, c'est-à-dire décapiter le pouvoir et laisser les choses en place. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que pour l'instant, la démocratie vénézuélienne en est pour ses frais, mais c'est évidemment pas le cœur du dossier. Il le sait, il ne sait qu'il n'a que des risques à prendre, notamment a forever war en Iran. Et ça, c'est ce qu'il veut éviter à ce stade. Donc, la politique extérieure, portion congrue. Voilà, la guerre qui coûte cher aux Américains en premier lieu, sachant que l'économie reste la priorité, on l'a dit. Voilà, merci beaucoup à tous les deux. On suivra évidemment demain l'issue de ces échanges, troisième round de discussion sur l'Iran, sur ce dossier iranien.